titre dans une publication International Panel of Social Progress. Et il y a là une partie de ce volume, c'est le futur du travail. Et moi, je suis un des auteurs du chapitre sur le futur du travail. C'est là que Louise a pensé que ça serait peut-être intéressant de m'inviter. Donc, mon rôle, c'est d'être un chercheur, faire de la recherche empirique sur les conditions du travail et les conséquences pour la santé des travailleuses et des travailleurs. Et étant un chercheur, donc je ne m'arrête pas à faire la recherche, mais je pense qu'il faut aussi avoir des conséquences pratiques pour améliorer les conditions de travail. Donc c'est une espèce de recherche, mais aussi d'un engagement politique pour améliorer les conditions de travail. Donc le thème de ma courte présentation, c'est le travail sain et dignifiant dans un contexte mondial. Qu'est-ce que j'entends par un travail dignifiant et son lien avec la santé des travailleurs et des travailleuses? Donc je crois qu'il y a au moins 5 principes clés d'un travail qu'on pourrait appeler un travail dignifiant. Le principe clé numéro 1, c'est une certaine continuité et sécurité à l'emploi et au travail. Donc, si on travaille et on ne sait pas si on continue demain, c'est pas un travail digne. Donc, la continuité et la sécurité, c'est un principe clé. Alors, ce qu'on manque, d'abord, il faut aussi un salaire juste, parce que le travail, c'est un processus d'échange. On donne quelque chose et on reçoit quelque chose. Il faut un salaire juste, et aussi une protection sociale principale en des termes des risques de chômage, des risques de vieillir et de santé, protection de santé. Troisièmement, il faut que le travail offre des opportunités de développer les capacités, de développer, de promouvoir ses possibilités, ses forces. Donc, il n'y a pas, disons, un travail qui est assez stupide, qui est monotone, qui ne donne pas d'opportunités de promouvoir. C'est pas un travail dignifiant. D'autre part, le travail doit aussi accorder une certaine liberté, une certaine autonomie et un certain degré de contrôle sur ce qu'on doit faire. Donc, la notion d'autonomie, d'agir selon sa volonté, je crois que ça c'est très, très important, et je reviens dans un moment sur cet aspect. Et dernièrement, un travail lourd, un travail, on travaille tous les temps, tous les jours et tout ça. Il faut aussi que ce travail donne une sorte de reconnaissance, une sorte aussi de traitement juste. Et s'il y a des crises, aussi l'opportunité d'une solidarité entre les travailleurs et les travailleuses. Donc ces principes clés contribuent à la santé et au bien-être des travailleurs, et leur manque aggrave des risques de maladie. Et ça, c'est important, parce qu'on ne savait pas, jusqu'à peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, qu'il y a un lien direct entre quelques-uns de ces principes, unes de ces principes, et les risques de maladie au travail. Et je vais en parler. Donc, il existe un lien direct entre dignité au travail ou travail dignifiant et risque de maladies qui sont liées à une qualité mineure et une qualité basse du travail. Je voudrais quand même très brièvement mentionner le contexte mondial du travail, parce que chez nous, dans les pays développés, il y a une croissance économique, il y a un avancement technologique. Nous avons, comme vous avez dit, Jean, une protection sociale assez élaborée
et aussi l'assistance médicale est assez développée. Et il y a les droits du travail avec les organisations, avec les syndicats et tout ça. Quand même dans ces conditions un peu privilégiées sur le monde, sur une vue globale, il y a des défis récents. Il y a le travail précaire qui s'épanouit. Il y a les risques de technologie moderne. En Allemagne, on parle de digitalisation. Je ne sais pas si on dit ça en français, un peu. Et il y a le stress au travail. Mais dans les pays moins développés, vous le savez bien, il y a un manque de développement, il y a un manque de protection sociale fondamentale et manque des aides médicaux au travail. Il y a un travail informel et une grande partie des travailleurs et des travailleuses sont dans des conditions non standardisées, une partie de ceux ne sont même pas payés dans leur travail. Il y a le chômage, il y a une absence des droits fondamentaux et il y a un travail physiquement pénible et dangereux. Seulement pour quitter quelques chiffres qui ont été publiés dans le ILO Report, Global Commission to the Future of Work, et, dans cette année, en janvier de cette année, presque 2/3 de la totalité mondiale des travailleurs est employée informellement. Presque 2/3 de tous les travailleurs, travailleuses sont en emploi informel. Il y a 1090 millions de personnes qui sont au chômage et un tiers de ceux en chômage à longue durée. Il y a 300 millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté et il y a peut-être quasiment 48 millions d'adolescents, moins de 18 ans, qui sont soumis à un travail très très dangereux. Il y a aussi quelques millions de personnes qui meurent toute année à cause des accidents ou à cause des maladies professionnelles. Donc il y a vraiment une situation très très grave dans les pays moins développés. Mais moi je vais parler plutôt de la condition des pays développés. Et qu'est-ce que contribue la mondialisation économique à la situation actuelle? Donc il faut dire que la libre concurrence sert à épanouir les échanges transnationaux du capital, des biens et du marché du travail. Et cela résulte en une transformation profonde du monde du travail en termes de flexibilité et de déstandardisation de l'emploi. Ça résulte en une dominance de nouvelles technologies et une diminution des droits de travail et inclut les mesures de la protection sociale. La mondialisation augmente les risques globaux de croissance économique, de destruction environnementale et d'inégalité socio-économique. Et afin de confronter ces risques, il faut des activités politiques et il faut aussi promouvoir et diffuser les connaissances scientifiques sur ces risques. Et donc ça c'est mon travail. Donc je vais parler un tout petit peu de l'évidence scientifique sur les aspects pathogènes du travail moderne et surtout sur les risques psychosociaux. Et là, il y a deux dangers principaux. Il y a le danger de perte de contrôle et de perte d'autonomie. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a une compétition croissante, il y a une pression croissante, il y a des choses comme overtime work, overtaxing of resources. Donc il y a une pression énorme qui engendre le contrôle de l'individu. Il y a aussi une dissolution des sphères du travail et de la vie privée. Il y a un manque de décision et d'influence dans beaucoup de tâches moins privilégiées et un peu monotones. Il y a aussi un danger de perte de sécurité et de reconnaissance. Pensez à l'insécurité de l'emploi, la mobilité forcée et le travail, comme je viens de dire, non standardisé.
Il y a des contraintes économiques, de restrictions permanentes. Par exemple, prenez Télécom, on restructure tout le temps. Il y a la rémunération précaire ou injuste pour une partie des travailleurs et des travailleuses, et il y a un manque de respect et de solidarité. Donc pour ces deux aspects, danger de perte de contrôle et danger de perte de sécurité et de reconnaissance, on a développé des modèles théoriques pour démontrer que ces pertes vraiment ont des effets néfastes sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous démontrer ces modèles, mais le premier modèle qui s'occupe du contrôle et de l'autonomie, c'est le modèle demande-contrôle du sociologue américain Robert Karasek. Et l'idée principale, c'est si vous avez une tâche, un travail, il y a beaucoup de demandes, mais au même temps, il y a un manque de contrôle, un manque de décision, de l'attitude décisionnelle. C'est là la combinaison qui constitue un risque pour la santé. Le modèle pour identifier le danger de perte de sécurité et de reconnaissance, c'est un modèle que nous avons développé il y a une vingtaine d'années, et ça s'appelle le modèle effort-récompense. Donc le travail, c'est vraiment une sorte d'échange, et si on donne beaucoup au travail, mais ce qu'on reçoit en retour n'est pas juste, n'est pas équilibre, donc il y a une crise d'imbalance entre effort et récompense. Donc ces deux modèles on peut mesurer ça avec des questionnaires psychométriquement validité, et on a fait, je crois aujourd'hui, plus d'une vingtaine d'études prospectives épidémiologiques où on a mesuré le contrôle au travail, on a mesuré l'imbalance entre effort et récompense au travail, et puis on a suivi les ouvriers ou les ouvrières pendant 5 ans, pendant 10 ans, et on a pu constater que ceux qui souffrent de ces conditions néfastes du travail ont un risque élevé d'une maladie cardiovasculaire, surtout l'infarctus du myocarde, et aussi peut-être l'évidence est encore plus convaincante, et avec un risque augmenté de dépression. Donc les maladies affectives, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Donc malheureusement, je ne peux pas vous présenter l'évidence, il faut me croire à ce moment, mais il y a beaucoup de références dans des journaux internationaux qui ont publié cette évidence. Avant de finir, peut-être si j'ai encore 3 ou 4 minutes, je veux aussi dire que nous avons appliqué cette notion d'imbalance entre ce que vous donnez et ce que vous recevez dans un travail utile pour la société, dans des conditions de travail non payées. Et nous avons étudié l'ouvrage, le travail des mères à la maison, des mères avec les enfants, avec la vie familiale. Et de même, dans ces conditions-là, il y a des études qui ont démontré que surtout les femmes qui souffrent de cette imbalance entre ce qu'elles donnent et ce qu'elles reçoivent. Déséquilibre. Imbalance. Pardon? Imbalance et déséquilibre. Déséquilibre, oui. Ah, ouais. Pardon. Le déséquilibre, qui souffre de ce déséquilibre, elle aussi, elle souffre d'un risque élevé d'angoisse et de dépression. Donc, je veux dire qu'on peut appliquer ces notions qui ont été développées dans le travail, sur le contexte du travail payé, du travail standard. On peut les appliquer aussi au travail non payé, au travail utile quand même, socialement utile. Bon, pour finir, peut-être, si vous acceptez, je change en anglais parce que je veux identifier 8 exigences ou 8 mesures politiques qu'il faut pour avancer un travail dignifiant et un travail sain.
On peut traduire au fur et à mesure si vous voulez, comme ça. Pardon? On peut traduire au fur et à mesure, comme ça les non. Je ne sais pas s'il y en a qui ne comprennent pas l'anglais. Oui, bon. Alors, le premier, ce serait Reduce the non-standard employment and promote formal contracts. Bon, c'est réduire le travail informel, non standard, et promouvoir des contrats de travail formels. Le deuxième, Ensure fair pay and reduce income inequalities. Donc, assurer une rémunération juste et réduire les inégalités de revenus. On peut discuter peut-être plus tard comment on peut peut-être arriver à ça un peu. Troisièmement, offer appropriate training and education opportunities, enable promotion prospects and implement active labor market policies. Donc c'est fournir ou offrir des opportunités, des possibilités de formation et d'éducation qui soient adaptées et proposer des possibilités, des perspectives de promotion dans le travail. Et aussi la politique active de marché mettre en marché du travail. Marché du travail. Vous le dites très bien vous-même. Ouais. Limit overtime work and improve the work-non-work interface. Alors ça c'est plus difficile. Enfin, limiter le travail en dehors des heures de travail et améliorer l'interface entre la zone travail et non-travail. Alors je ne sais pas si vous pouvez préciser ce que ça veut dire, ça, improve the interface. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est peut-être améliorer les conditions d'intégrer la vie professionnelle et la vie privée. D'accord. De réduire les conflits, disons. D'accord. Mieux articuler vie professionnelle et vie privée. Establish suitable employment conditions for vulnerable groups, in particular groups with disability. Donc mettre en place des conditions de travail adaptées pour les personnes et les groupes vulnérables, en particulier les personnes souffrant de handicap. And offer flexible retirement policies. En leur apportant aussi des possibilités, des politiques de retraite qui soient adaptées. Oui. Develop comprehensive measures of health protection and promotion. Développer des mesures intégrales de protection de la santé. Ce qui serait très important dans les pays moins développés, parce que là, il y a vraiment des déficits et il faut peut-être renforcer les contrats de trade, de commerce et de lier les contrats de commerce à des standards de sécurité sociale. Promote and value socially productive activities beyond paid work. C'est promouvoir, valoriser les activités qui sont socialement productives au-delà de l'emploi, du travail rémunéré. And finally, and this is difficult and important, strengthen a culture of recognition and trust of all types of productive activities at the expense of maximizing short-term profit. On est sur un enjeu culturel, c'est celui de renforcer une culture de reconnaissance et de confiance dans tout type d'activités productives aux dépens de la maximisation du profit à court terme. Oui, merci bien. Merci à vous. Bon, alors, c'est peut-être une introduction. Merci beaucoup, Johannes. Je propose qu'on entende la contribution d'Emmanuel Combé, qui lui donc vient d'une autre discipline. Je ne sais pas s'il faut dire la science économique, mais c'est comme ça que... en tout cas, c'est sûr que c'est aussi ces questions de protection sociale
et écologique des questions qui ont un impact économique et financier et une dimension économique et financière non négligeable. Et voilà, je te remercie de venir nous éclairer. Merci et bonjour à tous. En fait, lorsqu'on m'a proposé de venir parler, donc chacun a proposé, mis sur la table, ça, ouais. Donc toujours un arbitrage entre le thème de la séance et puis nos expertises quand même. On vient essayer de vous présenter des choses sur lesquelles on travaille et on travaille depuis longtemps. Et puis pour ma part, j'ai travaillé depuis longtemps sur les politiques environnementales, notamment les questions d'atténuation du changement climatique, donc la réduction des gaz à effet de serre. À l'heure actuelle, je travaille à l'ADEME, donc c'est l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie, donc sur la mise en œuvre de la transition énergétique, pour prendre des termes que vous entendez tous. Et puis, par ailleurs, j'ai quand même beaucoup travaillé sur les questions, dès le départ, sociales de cette transition, avec une approche d'économie générale. Donc, le fait de dire, on en a parlé tout à l'heure, il y a des interdépendances dans l'économie. Vous avez tous un emploi. Cet emploi, c'est quand même de la production. Puis vous êtes consommateur. On ne peut pas vous découper en tranches. Vous êtes aussi des taxpayers. Vous payez des impôts, mais vous bénéficiez de dépenses publiques, d'infrastructures collectives, etc. Et puis vous bénéficiez également d'une protection sociale avec des institutions qui permettent de régler un peu ces choses-là. Donc, le point que je voulais, discuter un petit peu et exprimer avec mon cas d'étude, qui est le contexte actuel également, la fiscalité carbone, donc notamment toutes les questions sociales qui se posent. Donc ça fera peut-être résonance avec l'actualité, mais en essayant de donner une perspective peut-être un peu large de l'importance de décloisonner certains sujets. Peut-être ce que j'ai envie de véhiculer au-delà de mon cas particulier, c'est le fait d'avoir une importance de décloisonner à la fois des sujets d'analyse, d'expertise, des parties de l'économie. Donc là, on veut parler des entreprises, des consommateurs, même le gouvernement, les ministères. Et puis, également, derrière cette mise en commun des connaissances, qui ne va pas, on va dire, on a fait tout le XXe siècle, finalement, avec un gain d'efficacité en se spécialisant. Donc là, on se rend compte des interdépendances, il faut qu'on réapprenne à discuter collectivement. Je suis très content de venir aujourd'hui dans une démarche aussi où il y a une défragmentation, pas uniquement des expertises ou des questions, mais aussi des militances. Là, vous avez une association d'ONG, de domaines différents, qui ont peut-être on va dire des objectifs initiaux qui sont pas forcément complètement les mêmes qu'on met au premier plan, donc les ONG environnementales, les ONG sociales, etc. Et puis, moi, le côté que je peux apporter du côté de l'analyse, c'est de donner une perspective large, de long terme, et puis également de ces interdépendances économiques. Donc en fait, je voulais vous parler un petit peu justement en prenant l'exemple de la France et puis de la fiscalité carbone, pour montrer notamment, lorsqu'on prend globalement la question du financement public, mais derrière financement public, je mets aussi tout ce qui est les prélèvements obligatoires, donc ce qui n'est pas que la fiscalité, mais ce qui finance notamment les dépenses sociales. Et là, on sait très bien, il faut faire attention, c'est aussi un équilibre politique. Et puis, c'est des systèmes. Donc en France, on a une histoire, dans d'autres pays, on a d'autres histoires sur... donc il y a des bismarckiens, il y a différents dispositifs. Nous, en France, on en a un qui est fondé essentiellement, mais quand même en Europe en général, notamment sur la contribution du travail. C'est-à-dire que le principe que les travailleurs, par leur travail, rémunèrent et économisent ou contribuent, avec une solidarité aussi, des systèmes de solidarité, à financer une protection sociale pour les risques associés à leur vie, au-delà du travail et dans le travail. Donc il y a le chômage, etc. Et je veux essayer de dire que cette discussion-là, elle est, on l'entend, on a l'habitude de la réforme des retraites, etc. On en parle d'un côté. Et puis, par exemple, de l'autre côté, on va entendre les politiques climatiques, la taxe carbone, d'un autre côté. Et au final, le point que je voulais montrer, c'est l'importance dans une économie de ces interactions. Alors pour le montrer, je vous avais fait des petits graphiques, mais peut-être que Jean il arrive, comme ils sont assez monotones, on arrive quand même à voir.
c'était en fait en France, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, comment a évolué, mais je vais vous le commenter, mais vous voyez juste une courbe qui monte, une courbe qui... Donc en abscisse, c'est depuis les années 60, on part du point des années 60, et puis on regarde quelle est l'évolution. Et en fait, si on se pose la question, quelle a été l'évolution des prix des énergies sur cette période-là, en fait, on se rend compte que c'est la courbe rouge, la courbe bleue, celle qui est en bas. Donc, finalement, les prix des énergies ont été, sur longue période, relativement stables. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, il y a des fluctuations très grandes qu'on vit et qui peuvent être socialement très prenantes. Mais sur long terme, on a quand même des prix de l'énergie qui sont restés relativement bas. Dans le même temps, nos revenus, enfin les revenus des Français moyens, c'est la courbe rouge. Alors, on voit la courbe rouge, elle progresse, elle. Donc au final, ça veut dire qu'on peut se payer plus d'énergie en moyenne que dans les années 60. Et puis, si vous voyez la courbe noire, là, c'est le coût du logement dans les centres-villes. Anciens, quoi. Et donc là, on voit que ça a été multiplié par 5 depuis les années 60 en France. Donc finalement, juste pour prendre cette perspective, comme je vous l'ai, je suis là pour vous parler un peu d'interaction, de perspective de long terme. Et là, on voit que qu'est-ce que vont faire des ménages qui sont un peu contraints socialement avec ces signaux. Là, ils vont pas forcément pouvoir vivre en ville, mais ils vont aller s'excentrer. Et puis, comme le carburant n'est pas très cher, en fait, sur la longueur, c'est un choix, finalement, somme toute rationnel. On va utiliser une voiture ce qui coûte moins cher que de se payer un logement en centre-ville. Dans le même temps, pour lier encore à ces enjeux sociaux et énergétiques, donc bien sûr, derrière, il y a une dépendance accumulée de nos modes de développement aux énergies fossiles. Donc sur une période, c'est pas pour blâmer cela. Il y a quand même une accession et une mobilité, un progrès social aussi derrière, une certaine vision du progrès social. On peut se poser la question de comment on le poursuit dans le futur. Et peut-être qu'on change de modèle, et c'est bien là qu'on essaie de discuter ces questions. Et puis quand on regarde un peu sur les populations les plus vulnérables, donc là j'ai une autre courbe très intéressante qui montre que c'est ce qu'on peut se payer pour faire 100 km en carburant. Donc combien coûte 100 km de mobilité en voiture en termes de carburant depuis les années 60 en proportion des heures de SMIC ou de SMIG, qui est le salaire minimum en France, pour se payer ces 100 km. Donc ce qu'on voit, c'est que dans les années 60, il fallait 6 heures de travail au SMIC pour se payer 100 km de mobilité en voiture. Et maintenant, il n'en faut plus qu'une heure. Donc on voit bien typiquement, clairement, que au final, ces éléments-là, logiquement, des personnes qui doivent arbitrer et qui sont contraints sur leurs revenus, vont avoir cette dépendance. Donc c'est intéressant. C'est à la fois une accession à la mobilité et à la voiture, un progrès social par rapport quand même aux années 60, etc. Et en même temps, une création de dépendance à long terme. Maintenant, je vais prendre la perspective France entière. Et là, pour se dire, cette dépendance-là, ce qu'elle veut. Bon, c'est pas grave, ce graphique, on peut l'oublier, il est trop compliqué. Ce qu'il montre juste, il montre la proportion de nos revenus, donc chez les économistes, le PIB, qui est utilisé pour payer la facture pétrolière de la France. Et c'est une perspective de longue. Donc là, pareil, on voit une courbe qui descend et qui à un moment donné vient en négatif. Ça veut dire qu'on a un déficit de la balance des paiements extérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète à l'étranger plus que ce qu'on peut se payer en vendant des choses à l'étranger. Donc on s'endette. Et pourquoi on s'endette? Dans les grandes parts, parce qu'une part importante de nos revenus croissante dans cette période-là, donc entre 2000 et 2014, il y a 3 fois plus de la fraction de nos revenus qui a été utilisée pour payer nos importations de pétrole. Donc ça veut dire qu'au final, cette dépendance, elle est quand même coûteuse sur nos revenus. Elle est coûteuse aussi pour l'emploi. On parlait de salaire décent. Parce que comment on arrive à équilibrer notre balance des paiements? Ça, c'est pas une trajectoire durable. Si on dépense plus que ce qu'on gagne ou ce qu'on vend, la façon d'équilibrer notre balance commerciale, c'est d'exporter d'autres choses. Donc c'est quoi? C'est des biens matériels. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces biens matériels? Des questions en économie mondiale, de compétitivité, de concurrence. Et
ça crée un climat quand même de pression à la baisse et de modération sur les coûts de production et les salaires pour pouvoir vendre à l'étranger et que notre balance de biens matériels ne se dégrade pas trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pris globalement, pour se payer notre pétrole et payer au final les rentes des pays qui nous l'exportent, parce que c'est eux qu'on rémunère, eh bien, en même temps, pour le payer, on est obligé de se modérer sur nos salaires et nos coûts de production dans un contexte, après, d'économie capitaliste, donc on pourrait aussi dire la répartition des revenus, etc. Mais il faut quand même contrôler les coûts de production. Donc c'est ça, en fait, on est quand même dans une économie ouverte avec des contraintes et on a des interactions comme ça. Tout ça pour donner une perspective sur la question actuelle, qui est: est-ce que c'est une politique sociale et environnementale de garder des bas coûts de l'énergie dans notre pays? Typiquement, de dire, pour les pauvres, il faut qu'on supprime les taxes énergétiques en France. La différence avec une taxe, et ce que j'ai décrit, c'est qu'au final, vous augmentez les coûts dans le pays. Donc finalement, vous rendez aussi toutes les entreprises qui utilisent moins de pétrole et plus d'emplois plus compétitives dans l'économie. Parce que si finalement le pétrole est toujours moins cher dans notre économie, les activités qui utilisent plus de pétrole que d'emplois, au final, sont favorisées. C'est pas bien pour le chômage, c'est pas bien pour notre dépendance énergétique. Et puis la transition énergétique, on peut se poser de la question, est-ce qu'on arrivera à la conduire comme cela? Et par contre, si l'argent reste dans le pays, on augmente les prix, donc on augmente les incitations à long terme, et puis on peut utiliser cet argent pour des enjeux de court terme. Et ensuite, là, il y a toute la discussion sur l'usage des recettes qui peut-être, justement, demande une discussion plus forte, parce qu'il y a des arbitrages. Ensuite, avec les euros qu'on a, on ne peut pas les utiliser pour tout. Ils sont limités. Donc, s'il faut compenser les consommateurs, les producteurs, telle entreprise, les routiers, etc., il y a des vrais questionnements. Mais globalement, ça veut quand même dire qu'on peut créer des signaux différents de ce qui a évolué dans le temps et qui créent les dépendances à long terme, tout en ayant de l'argent pour gérer des enjeux de court terme, etc. Alors là, je fais le lien avec le financement de la protection sociale et puis la structure de notre fiscalité, nos prélèvements obligatoires. Donc là, peut-être, je demande à mon assistant de montrer. Plaisir. Est-ce que l'évolution de la structure de nos impôts est allée dans le sens de freiner ces dépendances? Donc là, vous avez, depuis les années 60 encore, les cotisations sociales, patronales et salariales, là je confonds les deux, croissantes. Donc elles ont été multipliées par plus de 6 depuis les années 60 en France, en moyenne. Malgré, sur la dernière période, on voit que ça réduit, c'est les allégements sur les bas salaires. Mais sur les plus hauts salaires, ça va continuer de progresser aussi. Et donc on voit que dans cette période-là, où, je le rappelle, le chômage a été multiplié par 7 en France, eh bien, on a rendu plus cher quand même le travail chez nous, alors qu'il est disponible, parce qu'il est au chômage. Et puis, en bas, vous avez la fiscalité par litre de carburant, en rouge, donc qui est restée globalement stable sur cette période. Donc au final, on n'a pas freiné les signaux qui favorisent une dépendance accrue logiquement et une accession sociale au pétrole, et qui, de l'autre côté, met une pression sur les salaires nets. Parce que je vous ai dit que les salaires, les coûts de production de nos entreprises, il ne faut pas qu'on oppose entreprises et consommateurs, nous sommes les mêmes. On travaille, donc on a besoin de revenus. Si nos entreprises vont mal, ça ira mal pour nos revenus, pour les pauvres et pour l'emploi. Donc on voit que ça pose des questions. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quand même, là derrière, donc ça c'est une réflexion globale, économique, etc. sur les signaux. Mais bien sûr, derrière, il y a un pacte social quelque part. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Le pacte social de l'après-guerre, de financer notre protection sociale sur le travail avec des acteurs sociaux qui, eux aussi, veulent garder une certaine maîtrise de leurs ressources, puisqu'on a la gestion paritaire qui sépare fiscalité générale de prélèvement obligatoire du travail. Alors, bon, je vais aller rapidement sur la suite parce que c'est de l'analyse, c'est un peu compliqué, mais
Il y aurait un joli graphique, voilà. Malheureusement. J'ai fait des jolis graphiques. Non mais pourquoi, du coup, comment la question, on est là quand même pour se dire, est-ce qu'on peut arriver à faire des choses mieux pour la transition énergétique et en même temps pour le social? C'est comme ça la question, avec cette question de long terme qui est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de favoriser la transition énergétique, les activités qui vont substituer ces énergies, et tout en sans se priver et remettre en cause nos objectifs sociaux à long terme qui sont le haut niveau de protection sociale et de salaire. Et donc, c'était pour montrer que, en tout cas, du point de vue de l'analyse, et donc nous on a fait beaucoup d'analyses économiques, que un dispositif qui financerait plus nos comptes sociaux via une fiscalité énergétique dans le pays, sur les énergies fossiles, et qui se substituerait qu'en partie, on ne peut pas tout substituer, à des prélèvements obligatoires sur le travail, permettrait à la fois de faire en sorte qu'on peut faire contribuer ceux qui consomment le plus d'énergie, qui sont quand même ceux qui consomment le plus d'énergie, sont quand même les plus aisés, même si l'énergie à court terme, on a dit les plus vulnérables, enfin certaines personnes pauvres et dépendantes de leurs véhicules ont besoin d'aide à court terme, elles sont dépendantes, elles ne vont pas sortir de cette dépendance. Mais on peut le faire avec une fraction seulement de ces recettes. Et par contre, changer un peu, dans une vue globale, la façon dont on structure nos contributions. Donc nos contributions au long terme, que ça soit la lutte pour le changement climatique ou les recettes. Donc ça peut faire... Le fait de taxer l'énergie fait aussi qu'on taxe quelque part d'autres revenus aussi que les salaires. Parce que c'est tout le monde qui contribue avec ses revenus, que ce soit des rentes immobilières, financières. Et donc au final, quand on taxe l'énergie, on taxe aussi les consommateurs finaux. Et si on diminue les cotisations sociales, ça peut faire aussi pour ceux qui ont des business, de l'activité, au final, une baisse des coûts de production. Donc ça c'est un peu technique. Mais en gros, vous arrivez, sauf si les plus riches qui consomment de l'énergie demandent qu'on augmente dans le même temps leur rente financière et immobilière, encore plus. Donc c'est possible, ça doit être associé à une politique redistributive, mais en tout cas, ça peut permettre quand même de favoriser comme ça la relation de compétitivité qu'on a de notre économie, de maîtrise des coûts de production, comme j'ai dit, qui est important pour l'emploi et pour le social, et également de favoriser une hausse de consommation, parce que comme ça on délira un petit peu la contrainte de modération des salaires à la baisse dans une économie mondialisée. Et puis je vous ai dit tout à l'heure que la facture pétrolière pèse beaucoup sur nos revenus. Donc au final, si tous les ans on paye moins aux pays exportateurs, on peut se poser la question de s'ils utilisent bien ces revenus. Et bien en tout cas, l'argent reste quand même dans le pays, et ça peut quand même servir soit de l'investissement supplémentaire dans notre transition énergétique, dans le social ou dans autre chose, et également de l'activité économique sur notre pays avec cet argent. Et puis enfin, le point important, c'était de dire quand même les signaux où le coût du travail augmentait sans cesse et le coût de l'énergie fossile restait bas, c'est qu'au final, on crée quand même un environnement économique un peu plus favorable à tous les entrepreneurs et toutes les tentatives dans l'économie qui visent à aller dans le sens de la transition énergétique. Un exemple, nous on a travaillé à l'époque depuis longtemps pour Renault, qui avait déjà les technologies de la voiture électrique. Bon, on peut discuter de l'utilité de la voiture électrique, et qui pendant 10 ans ne l'a pas lancée en production. Une des raisons pourquoi ils ne l'ont pas lancé, et ils ont eu raison, les faits l'ont montré, c'est qu'ils disaient on ne sait pas si le prix du pétrole ne va pas chuter, et nous, si on passe d'une ligne de production donnée à une autre, notre activité elle peut disparaître du jour au lendemain si les gens n'achètent pas des véhicules électriques mais continuent d'acheter des véhicules à essence. Donc c'est pour montrer pour une grosse boîte, mais pour toutes les petites entreprises c'est pareil, que ces signaux-là sont importants. Et puis le dernier point qu'on avait étudié aussi, c'est là on avait envisagé de prendre en compte ce que disait le Conseil d'orientation des retraites en France sur les besoins de financement. Donc, j'ai dit au début que ces dossiers-là étaient traités assez séparément. Et que peut-être là, ce que j'aimerais porter un peu comme message, c'est l'intérêt de les regarder un peu conjointement. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer très globalement comme cela. Mais en fait, à la fois dans la conduite des politiques publiques
Donc on sépare les dossiers, on va discuter du financement des retraites à 3 mois d'intervalle de discussion du financement de la transition énergétique. Et quand on parle du financement des retraites, on va dire qu'il y a 3 leviers. Le report de l'âge de départ en retraite, la hausse des cotisations sociales, donc ça c'est la suite de ce que je disais, des signaux qui ne sont pas forcément durables dans le long terme, ou alors la baisse du niveau des prestations. Donc ça c'est une vision qui est purement comptable. On ne regarde pas les effets, que ce n'est pas un jeu à somme nulle globalement. Et donc on voit que si on vote qu'on ne veut pas de baisse de notre protection sociale, de nos prestations, et qu'on ne veut pas non plus un âge de report de l'âge de départ en retraite extrême, qui soi-disant peut poser aussi problème, c'est-à-dire que ça peut être légal, donc il y a des mesures pour reporter l'âge de départ en retraite. Si en face, les gens sont dépendants de l'énergie, qu'il n'y a pas de demande, et que du coup il n'y a pas de création d'emplois, parce que on utilise nos revenus pour payer les rentes de pétrole, et que du coup il manque d'activité économique pour embaucher les gens, si vous mettez les gens sur le marché du travail, mais qu'il n'y a pas de demande de travail en face, eh bien, au final, ça va être compliqué. Donc voilà, je finis juste là-dessus pour dire que c'était simplement un exemple, et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même politiquement des rapprochements qui se passent. La façon dont, par contre, je suis très incertain, c'est la façon de conduire ces discussions-là. Et donc, peut-être que vous avez des idées. Est-ce qu'il faut voir les choses un peu globalement comme cela? Ou alors, c'est en segmentant les problèmes qu'on va s'en tirer. Et du coup, comment on arrive à assurer les cohérences? Je pense que c'est des questions que beaucoup de gens se posent, à la fois les politiques, et puis les gens en particulier dans leurs problématiques personnelles. Merci, désolé, j'ai été un peu long. Merci beaucoup, Emmanuel, c'était très très clair. J'ai plein de questions, mais je propose que, comme il nous reste une bonne demi-heure, on prenne le temps peut-être chacun de discuter 5 minutes avec son voisin ou sa voisine pour se dire ce qu'on a entendu d'important, de questionnant. Et comme ça, on prendra les questions de chacun, parce que les miennes ne sont pas forcément plus intelligentes. Voilà. Donc, dans 5 minutes, on prend vos contributions. Madame, honneur, comme il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé jusqu'à présent. Alors, merci d'avoir pour la présentation, c'était vraiment chouette de pouvoir vous entendre. J'ai une question sur votre exposé. C'est peut-être un peu biaisé par mon propre vécu, je le dis d'avance. Mais sur la maladie, je me demandais si vous avez des données plus précises sur la génération des jeunes. Alors maintenant, juste dans les pays occidentaux, parce que je sais, vous l'avez dit vous-même, c'est encore plus pire dans d'autres pays, on ne peut pas le comparer. Mais si vous avez des données qui nous disent un peu plus, c'est une question. Et après, une autre. Sur ce que vous disiez sur le travail académique, je suis assez d'accord et c'est super ce que vous faites, que vous êtes un économiste décloisonné. Mais si on veut faire une carrière universitaire, aujourd'hui, il me semble, c'est très difficile parce que les disciplines me semblent tellement cloisonnées qu'en fait, quand on a osé dans une thèse de s'avancer dans d'autres champs, on obtient de ce fait plus de postes. Donc est-ce que le décloisonnement ne paye pas. Peut-être aussi très concrètement, dire où on peut, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, vers qui se tourner, Merci. Est-ce que sur la question des maladies et du lien entre l'emploi et la santé, il y a d'autres questions, observations? Et sur le décloisonnement? Non. On va prendre quelqu'un d'autre. Il y avait monsieur. Alors, d'abord, moi j'étais très heureux de mettre un visage sur le modèle Sigrist qui, sur le terrain, fonctionne très bien. Donc, merci professeur pour votre contribution. Sur l'évolution de la protection sociale, en fait, notre discussion a porté sur l'articulation entre le global et le local. Vous ouvriez le champ de la réflexion à la fin de votre exposé. Comment est-ce que on arrive à trouver des périmètres de mutualisation qui permettent de rendre la solidarité responsable?
Autrement dit, comment est-ce qu'on engage les acteurs? C'est une question historique de la protection sociale. J'ai lu que Gaston Tessier, qui était le président de la CFTC en 1945, posait la question aux concepteurs de la sécurité sociale, et on est toujours avec cette question, avec des risques qui changent et des périmètres qui évoluent. En tous les cas, un grand merci pour tout le travail fait par l'ADEME et par le décloisonnement interdisciplinaire que vous proposez. Peut-être une troisième personne, à moins que est-ce qu'il y a quelqu'un dont l'intervention est spécifiquement sur... Non. Monsieur? Alors moi je suis ravi de mettre un visage sur Emmanuel Condé. On n'invite que des stars. Hein. Car nous allons faire une conférence ensemble à Jussieu le 6 juin. Oui, d'accord. Donc chez Bertrand Séné. Enchanté. C'est super. Alors la première remarque en fait sur le sujet sur lequel on a travaillé, c'était la question de l'immobilier. Parce qu'en fait on s'est dit que voilà, vous avez expliqué qu'il y avait possibilité de faire varier la taxe carbone ou voilà, la taxation sur les produits pétroliers notamment. Et je faisais la remarque que en fait, ce qui avait le plus varié effectivement, comme vous l'avez montré, c'est l'immobilier, en fait, les prix de l'immobilier. Et en fait, on se disait que pour faire une transition pas trop violente, l'idéal serait en fait d'arriver à faire baisser les prix de l'immobilier afin d'avoir une marge avec laquelle on pourrait faire changement de véhicule, par exemple, type de véhicule. Et on voit que très récemment, le fait que les taux d'intérêt ont baissé a fait que justement beaucoup de gens ont renégocié leurs prêts et qui se retrouvent avec des mensualités plus faibles, ce qui montre bien que c'est possible en fait. Donc il y a vraiment un truc à travailler à mon avis sur l'immobilier. Et puis la deuxième réflexion, c'était sur la question de la sécurité en fait au travail. Donc le premier critère, d'avoir de la sécurité, en fait je disais que le salariat de masse, en tout cas, c'est quelque chose de très récent. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, l'humanité a été... tout le monde était indépendant, en fait. C'était des paysans ou des artisans, etc. Il y avait très très peu de salariés, en fait. Et c'est encore le cas dans une immense partie du monde, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail informel. Mais, alors, la particularité, c'est que quand on est paysan indépendant, effectivement, on a une forme d'insécurité, puisque les revenus dépendent des récoltes, etc. Sauf que généralement, on arrive à faire un petit stock qui permet de vivre soi-même et de nourrir sa famille. Alors que quand on est effectivement au chômage, s'il n'y a pas derrière une protection sociale, on n'a pas de petit jardin ou de stock de nourriture. Ce qui fait une énorme différence, effectivement. Donc la situation actuelle fait qu'on a absolument besoin, effectivement, d'une forme de sécurité qui vient de la collectivité. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient intervenir, que ce soit sur l'un ou l'autre de ces points-là? Je propose de vous entendre déjà, parce que... Oui. J'ai un problème deux problèmes sur la question qui a été posée. Bon, la première, c'est que l'exemple de l'agriculteur en tant que tel, en général, un certain nombre d'agriculteurs se trouvent avec des conjoints qui ont un revenu qui leur permettent en général de pouvoir faire faire fonctionner l'entreprise de manière classique. C'est pas, disons, le système, si je puis dire, de marché qui en général maintient surtout les petites exploitations. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, le salariat en tant que tel. Le salariat commence à disparaître dans la mesure, en fait, il y a ce qu'on appelle le système d'auto-entrepreneur, ou un certain nombre de systèmes qui font, grosso modo, que l'on considère qu'une personne doit être responsable et créer son emploi. Donc ce sont deux éléments, moi, qui m'interrogent sur vos postulats. Voilà. Ok. Et ben, on va commencer peut-être par l'invitation au décloisonnement. Comment on fait concrètement pour réussir sa carrière universitaire? C'est une question réflexive. C'est vrai que c'est pas facile. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on encourage à se spécialiser, et très souvent se spécialiser sur des domaines nouveaux plutôt que... Alors qu'on encourage l'interdisciplinarité dans les mots, c'est assez des fois difficile d'animer les choses. Après, il se développe quand même beaucoup d'endroits, on va dire, intermédiaires, qui peuvent allier à la fois
un travail de fond d'analyse, avec une possibilité de mener des travaux de recherche, et puis une action ensuite dans des organisations qui traitent de la conduite de ces choses-là. Donc il y a quand même, maintenant il y a des travaux de recherche qui se font avec des gens qui sont employés dans des ONG ou dans des agences comme la mienne, etc. Donc il y a des choses qui sont faisables. Mais c'est sûr que c'est pas évident. Là, clairement, on va privilégier la réponse courte. Ouais, donc, besoin d'un aggiornamento quand même de la façon dont fonctionne le monde académique. J'en profite pour dire que la revue de projet, c'est un de ces lieux aussi où il peut y avoir de l'interdisciplinarité qui se joue. Sur la santé et les jeunes. Alors, trois réponses très courtes. D'abord, malheureusement, la majorité de l'évidence se recrute des études qui ont été persécutées dans des conditions de travail standardisées, dans des entreprises très larges, parce qu'on voulait suivre les ouvriers pendant des années. Donc c'est un peu traditionnel. On n'a pas encore beaucoup de travail sur les conditions du travail précaire, et c'est difficile d'identifier les persécutés, c'est non, persécutés. Dans la durée. En durée, oui, pardon. Donc, première réponse, c'est il y a un manque d'évidence. Deuxième réponse, il y a quelques études sur les conditions des maladies du travail des jeunes, des jeunes. Et là, surtout parce que, heureusement, dans la jeunesse, il n'y a pas une prévalence grande des conditions de maladies graves, mais il y a des évidences sur les maladies affectives, psychotiques et mentales, et y inclut suicide. Donc il y a quelques études qui nous donnent l'évidence que des conditions précaires caractérisées par insécurité et par les conditions que je viens d'identifier avec les modèles théoriques, que ça affecte la santé des jeunes. Et surtout, ce que nous voyons actuellement, c'est la polarisation entre les jeunes qui sont dans des conditions privilégiées et les jeunes avec une formation très mauvaise, qui sont ceux qui sont vraiment exposés à des risques énormes. Donc c'est cette inégalité sociale qui pèse dans cette dimension. C'est ce que je peux vous donner comme réponse. Et peut-être si je peux continuer avec... On va alterner comme ça, pour alterner les plaisirs. J'allais venir sur l'immobilier, parce que c'est vrai que c'est la flèche qui décolle. Est-ce qu'on peut réduire la part de l'immobilier dans le panier des ménages de façon à ce que... c'est sûr que c'est une part du budget qui est forte, et une part qui est préengagée, donc souvent qu'on ne peut pas ajuster et qui est très importante. C'est clairement les politiques, il y a des marges de manœuvre à avoir, je suis convaincu. Après, je ne suis pas expert de la façon de conduire ces politiques-là, mais en tout cas, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est bien les prix relatifs entre, comme j'essaie de le montrer, entre le coût des transports versus le coût des logements qui détermine où les gens vont se localiser à long terme. Donc clairement, des politiques de logements sociaux en centre-ville, d'accession aux transports en commun, etc. sont autant de politiques qui devraient favoriser aussi cette transition énergétique. Mais clairement, il y a des marges de manœuvre, mais bon, il faudrait... C'est très intéressant en Allemagne, c'est très différent. Oui. Ouais. Vous n'avez pas du tout le même problème. Je ne suis pas vraiment spécialiste de ça, mais c'est vrai, c'est différent. Ouais. Bon, on va revenir sur l'interpellation du fan du modèle sigriste. Ouais. Non, mais articulation locale globale. Locale globale. Alors ça, c'est vraiment une question majeure. Je ne peux pas dire que j'ai une solution, mais en général, nous savons que un des problèmes les plus graves des sociétés modernes,
du point de vue de la santé au moins, c'est l'inégalité sociale. Nous avons, même en France, nous avons une différence d'espérance de vie de 10 ans entre ceux qui sont tout en haut de la hiérarchie sociale et ceux qui sont tout en bas. Une différence de 10 ans de vie. Nous ne parlons pas de Congo ou d'un pays en développement, mais de la France de 2019 ou 18, disons. Donc, c'est vraiment l'inégalité sociale, c'est une chose très, très, très significative du point de vue, et aussi pour les questions de politique sociale. Et c'est là que je crois que le concept ou l'idée de ce qu'on appelle universalisme proportionnel, je ne sais pas en français, proportional universalism, serait important. Ça veut dire une mesure de politique sociale doit être distribuée à tout le monde. Mais il faut le distribuer selon les besoins. Ça veut dire il faut diminuer l'inégalité sociale pour toute la société, mais il faut investir plus à ceux qui sont vraiment en risque élevé. C'est ça un peu l'idée de développer un universalisme proportionnel dans la politique sociale. Peut-être que l'universalisme proportionnel trouve une bonne traduction dans la formule qui est au fondement de notre système de protection sociale en France, qui est contribuer selon ses moyens à recevoir selon ses besoins. Ouais, c'est vrai. Ce qui est difficile de définir, mais quand même. Je voudrais revenir sur... Juste un oui complément par rapport à ce point. C'est que les pauvres, ceux qui ne sont pas soignés, ne coûtent rien à la sécurité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur donner plus pour qu'ils soient dans de meilleures conditions sanitaires. Ouais. Il suffit de leur donner au moins ce qu'ont les autres. C'est tout. J'étais administrateur 12 ans à la caisse primaire d'assurance maladie et de l'Essonne, et j'ai vu les pauvres ne coûtent rien à la Sécu puisqu'ils n'ont pas besoin de soins. C'est-à-dire que pour soigner quelqu'un en difficulté, il ne va pas penser qu'il peut se soigner. Il y en a même qui refusent les soins pour les convaincre de se faire soigner parce qu'ils ne se reconnaissent même pas comme individus dignes d'être soignés. Donc il faut déjà les convaincre psychologiquement qu'ils peuvent rentrer dans un dispositif qui va les aider à gagner les années d'espérance de vie qu'ils ont perdues. Et donc il suffit de rétablir, simplement s'ils avaient la moitié de ce qu'on consomme un cadre à la Sécu, il y a une 5 ans d'espérance de vie. Puis l'espérance de vie dans la rue, c'est 47 ans, donc déjà, on ne parle plus de 10 ans, là, on parle de 30 ans. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un surcoût. Ouais. C'est simplement, on rétablit un peu, il n'y a même pas de vase communicant, ça coûte si peu cher que ça vaut, on s'en prive, mais on a tort. Et il y a peut-être aussi un problème, le fait de notre gestion paritaire, c'est-à-dire on vient de l'après-guerre, où tout le monde avait un emploi, donc on a dit, on limite cotisation et prestations, donc peut-être qu'il faut repenser le modèle, et pas se dire, la solidarité c'est l'État, la Sécu, c'est les travailleurs et les syndicats. Peut-être qu'il faut revoir tout ça et mettre à plat tout le dispositif et le financer différemment. Et à ce moment-là, on aura des leviers. Au lieu d'avoir une CSG, on aura des cotisations bien plus, avec une assiette beaucoup plus large pour des populations. C'est-à-dire qu'on aura une sécurité sociale au lieu d'une assurance maladie. Et la CMU, vous la situez comment dans tout ça? Comment? La CMU, vous la situez comment dans tout ça? La CMU, c'est comme de l'État. Mais c'est des dispositifs intermédiaires. On a la CMU, on a l'aide médicale État, on a des tas de choses. Ça s'adresse à qui? Et donc, ça s'adresse aux très pauvres, dans la mesure où ils pensent à y aller, dans la mesure où ils veulent y aller, où le personnel de la Sécu est capable de les accueillir. Merci pour votre contribution. Je pense que ça ouvre sur la question de monsieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne droit à ce panier de protection sociale, quel est le statut auquel la protection sociale est ou devrait être rattachée demain, à partir du moment où il y a un travail qui se précarise et le salariat, même s'il est encore dominant dans des pays comme les nôtres, assez largement, il perd des parts sur le marché du travail.
Vous avez évoqué tout à l'heure le besoin de reconnaître d'autres formes d'activité comme étant socialement utiles, productives, et d'y attacher des droits. Et moi, j'aimerais bien vous entendre un petit peu sur comment on reconnaît ces activités productives et comment on y attache des droits. On a entendu Emmanuel Macron récemment promettre qu'il y aurait des points de retraite qui seraient cumulés pour les personnes qui sont aidants, des personnes âgées et dépendantes. Mais quid des personnes, des femmes ou hommes, plus souvent des femmes qui sacrifient une partie de leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants, etc. Ou qui consacrent une partie de leur vie aussi à des activités bénévoles. Comment on fait pour définir socialement quelles sont ces activités qui méritent, entre guillemets, est-ce que ça se joue au mérite d'ailleurs, d'être accompagnées d'un panier de protection sociale? Il y avait cette... Oui, j'avais une question là-dessus, parce que j'ai bien noté, comme vous l'avez dit, qu'il y a beaucoup de points qui ne sont pas pris en compte pour les mères au foyer, par exemple, pour le bénévolat dans les associations, et notamment dans le PIB, c'est absolument absent, ce qui au niveau des indicateurs économiques est quand même un paradoxe. Et alors là, je veux juste poser une question. On a ouvert une piste sur ce plan-là en France qui a été de valoriser le bénévolat. Alors, au départ, ça a provoqué des hurlements parce que les bénévoles disaient « mais si on fait ça, c'est gratuit, comment on va valoriser ?» Et puis, dans certaines associations, on s'est rendu compte que ce temps donné, valorisé au SMIC ou autour du SMIC, représentait en valeur 30, 40, 50% au-delà des dons en argent qui avaient été faits, et on en est arrivé à la conclusion que le don en temps et le don en argent c'était le même, et si vous voulez, ça a permis, et maintenant on ne reviendrait pas en arrière, parce que la reconnaissance du don en temps a permis de donner un statut à ce don en temps et de le retirer, et c'est fait dans certaines parties de la société, mais par exemple pour les femmes au foyer, ou pour les hommes au foyer, c'est absolument pas valorisé, et d'où ce que j'ai compris, le stress et la dépression, etc., etc. Donc est-ce qu'il y a des pistes là-dessus et des politiques publiques qui pourraient évoluer? Récemment, je crois récemment, en Allemagne, on a quand même une évolution sociopolitique qui reconnaît la valeur du bénévolat. C'est un débat, je dois dire, c'est un débat parce que ça coûte cher sur les pensions, sur la retraite. Mais en somme, il y a vraiment une reconnaissance d'abord pour le travail maternel, comment dit-on, pour élever les enfants, pour les mères d'une certaine cohorte qui sont financées maintenant. Mais je dirais, c'est une chose, demande combien la société veut valoriser le bénévolat en termes de paiement. Ça, c'est une question. Mais il faut aussi, peut-être on peut commencer par donner une certaine protection sociale pour ceux qui font le bénévolat. En des termes de sécurité sociale. Il y a des mesures, peut-être pas le paiement comme travail payé, mais quand même une reconnaissance qu'on accorde une certaine certitude de sécurité sociale à ceux qui s'engagent. Et aussi, disons, il y a beaucoup de gens qui disent je veux pas être payé, mais je veux une sorte de reconnaissance par la société, par les groupes de comparaison. Et c'est là, il y a toujours le principe que si tu es payé, si tu as un travail payé, tu es respecté comme personne. Si tu fais un travail qui n'est pas payé, tu es beaucoup moins estimé. Et c'est ça,
il faut équilibrer un peu cette discrépance. Cet écart. J'entends que quelque part c'est la notion de population active qui demanderait à être reconsidérée. Et alors il y avait une dernière question qui était autour de l'évolution plutôt dans la longue durée, hein, sur une forme de protection ou d'assurance à l'échelle familiale qui pouvait exister selon vous dans la paysannerie vers des formes de mutualisation à plus large échelle. Donc là-dessus, j'aimerais entendre éventuellement Emmanuel Combé, et puis j'introduis simplement une proposition qui a été émise récemment par Ingénieurs sans frontières sur cette question agroalimentaire, qui est l'idée d'une sécurité sociale alimentaire, qui serait leur proposition, la création d'une sécurité sociale de l'alimentation, donc un nouveau risque, disons qu'on réservait un budget de 150 € par personne et par mois dans toute la France pour des produits bio, frais et de proximité. Voilà, je vous passe le détail, mais en tout cas, je trouve qu'on est dans un temps où pouvoir se nourrir correctement, se loger, etc., ça fait partie de pouvoir vivre dignement, quoi. Emmanuel. Je suis pas complètement sûr de comment prendre peut-être vous pouvez reprendre votre aspect. C'était plutôt Bertrand Séné sur la... Excusez-moi. Dans quelle mesure est-ce que le fait qu'aujourd'hui on ait mutualisé énormément, on s'en trouvait pas aussi plus dépendant de cette protection sociale mutualisée, là où hier c'était peut-être à plus petite échelle qu'on mutualisait les... Je vais préciser. En fait, pendant très très longtemps, les gens étant surtout des paysans, ils avaient une forme de sécurité en réalité qui était liée d'abord au fait qu'ils avaient un lieu de vie, plus un certain stock d'alimentation, ou le fait qu'ils avaient un jardin, ou voilà, ce qu'il fallait pour manger, en gros. Même si parfois ça pouvait être, il pouvait y avoir des familles, etc. Mais il y avait une sécurité qui était liée à ça en fait. Alors qu'aujourd'hui, cette sécurité n'existe plus, puisqu'à la plupart des gens ne cultivent plus. Et en plus, il faut qu'ils payent un loyer. Donc il y a quelque chose à combler, qui n'est pas le cas dans le reste du monde. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, dans le reste du monde où il y a beaucoup encore de paysanneries qui sont dans une situation extrêmement précaire, en fait, pas nécessairement plus précaire que nos SDF qui n'ont pas de logement et qui n'ont pas de quoi se nourrir. Et j'ai un peu j'ai un exemple, parce que j'ai travaillé en Afrique du Sud une partie de ma carrière, et du coup, et là-bas c'est pareil, c'est-à-dire si vous regardez les statistiques sur la pauvreté monétaire, vous ne comprenez pas qu'il n'y ait pas plus de morts. Enfin, c'est pas possible. C'est l'endroit où il y a des pauvres, les inégalités les plus fortes. Et une des raisons de cette résilience, on va dire, c'est justement les réseaux, l'économie informelle, etc. Donc, et comme vous disiez, il y a une espèce de réservoir là derrière. Alors après, la façon de le promouvoir et de permettre à ce qu'il y ait moins de dépendance des différentes activités, je pense que c'est une question intéressante, qui est un peu compliquée. Quand vous la nommez, je me disais, il peut y avoir des aspects qui sont un petit peu communs à ce que j'entends, c'est des éléments de réflexion, mais sur des choses qu'on entend sur la transition énergétique. D'être moins dépendant d'une partie de ce qui est soit l'énergie qui est produite ailleurs, etc. Donc quelque chose qui passe par quelque chose de formalisé via le marché, etc. Alors qu'on veut essayer de développer peut-être des autoconsommations avec des prosumeurs, c'est-à-dire des gens qui vont produire et consommer leur énergie et puis vendre le surplus, donc il y a quand même des systèmes d'interaction, etc. Tout ça en lien aussi avec une évolution de comment on fait arrêter de condamner les gens dans leur dépendance aux consommateurs, mais comment quand même on pense, et il faut le faire pour les ambitions écologiques qui sont fortes, de penser une sobriété. Et c'est pas forcément une sobriété dans la contrainte, c'est aussi quelque chose d'heureux, mais qui peut aussi passer par des modes où il y a moins de découpage entre qui sont des producteurs, des consommateurs, et tout passer par le marché, et du coup créer cette dépendance dont vous parlez aussi. Donc, je réagis en réfléchissant dedans, mais je pense que là derrière, il y a des vraies connexions à trouver entre à la fois l'inclusion des gens dans le territoire, le type de résilience dont vous parlez,
Et puis en plus, le type de transformation nécessaire pour avoir une sobriété et puis faire fonctionner la transition énergétique. On m'a annoncé des contraintes de temps qui sont un tout petit peu plus fortes que prévu. Donc je pense qu'il va falloir qu'on poursuive les échanges de façon plus informelle à l'extérieur, à moins qu'il y ait vraiment une remarque qui vous brûle les lèvres. Il y en a qu'une. J'avais une remarque en fait par rapport à deux éléments que j'ai entendus cet après-midi, le bénévolat et le fait que souvent les travailleurs les plus utiles sont les moins bien rémunérés. Et je pense que ça procède de la même origine, à savoir que, en fait, par exemple, quand on pense aux soins, à l'enseignement, etc., ce sont pour la plupart des emplois publics ou qui sont financés par des subventions, par exemple. Or, les emplois publics sont financés à la fois par des impôts et par la dette. Et donc, c'est une ressource qui est en fait assez limitée, contrainte. Alors que, dans le même temps, les entreprises privées ont des ressources qui sont beaucoup plus abondantes, si on peut dire, à savoir puisqu'elles proviennent à la fois des prix et puis des crédits bancaires qui peuvent être créés de manière très abondante, on va dire. Le financement public lui-même est dépendant des activités privées, c'est-à-dire que, pour être très clair, par exemple, l'enseignement va être d'autant mieux financé, je vais essayer de faire court, l'enseignement va être d'autant mieux financé que vous vendez de jeux vidéo ou de voitures, puisque ce sont les impôts qui sont prélevés sur les entreprises privées et sur l'activité marchande. Il y a un truc qui est complètement incohérent là-dedans, c'est-à-dire que normalement, pour donner des soins ou enseigner, on ne devrait pas avoir besoin de prélever ça sur l'activité marchande, et surtout on ne devrait pas être dépendant de la quantité de jeux vidéo vendus, c'est complètement absurde. Donc il y a un truc à réinventer pour qu'effectivement on ait les moyens collectivement, à la fois de valoriser et récompenser les bénévoles qui font une activité très utile, et à la fois de bien payer les enseignants et toutes les activités utiles. Mais ça passe par un autre mode de financement de la collectivité ou de l'État. Et donc moi ce que je propose dans le livre que j'ai écrit, c'est une forme de création monétaire publique qui permettrait justement de ne pas manquer d'argent pour financer toutes ces choses qui sont très utiles. Merci pour cette toute petite question que vous ouvrez. Je pense qu'on n'aura pas le temps de la débattre malheureusement. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de la fin. Simplement, alors moi ce que je voudrais dire, c'est que demain sera rendu public donc le manifeste du collectif d'associations et de syndicats qui a travaillé à ce colloque. Et notamment, il y a pas mal d'idées, je pense, qui ont été exprimées ici, que l'on retrouve dans ce manifeste, cette idée du plancher social et du plafond écologique, mais aussi cette idée que cette crise écologique et sociale, quelque part, elles ont les mêmes causes, une forme de culture du déchet, un paradigme technocratique, un anthropocentrisme déviant. Alors ça, c'est des mots que le manifeste va piocher chez le pape François, et que ces deux crises devraient être traitées d'un seul et même mouvement. Je pense que ce qui a été dit sur le fait que le travail, quand il était dégradant, il était mauvais socialement et écologiquement, enfin qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Tu as bien montré, Emmanuel, aussi le fait qu'on ne pouvait plus penser aujourd'hui ces questions de protection sociale, de financement de la protection sociale de façon complètement indépendante. Moi, ce que je retiens, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que l'invitation à arrêter de saucissonner les êtres que nous sommes, entre notre être productif et puis notre être sensible et notre être spirituel, le sens qui fait qu'on peut vivre mal au travail et en tomber malade, arrêter de saucissonner les disciplines, et que quelque part, ce à quoi nous invite ce défi écologique et social, c'est à une forme de reliance, alors reliance intellectuelle, cognitive des sujets, mais aussi de cultiver la relation qu'on a à la planète qui nous héberge, de soins à cette planète, de soins aussi aux relations qui nous lient les uns les autres. Et je pense que la protection sociale est une forme d'expression collective de ce soin. Voilà. Désolé des frustrations qu'a pu générer le fait de clore aussi brutalement.
Mais le colloque n'est pas fini puisqu'il se poursuit demain. Donc bonne fin de colloque. Merci à tous les deux.